bien, bonsoir tout le monde. On va démarrer donc cette dernière conférence de la journée du Cyclotech et du SEO Campus 2021. On finit en beauté avec Alexandre Pina, donc, qui va nous parler d'un sujet qui est clairement tendance, qui est un sujet même, je dirais, plutôt d'avenir, parce qu'il y a 2-3 trucs où on peut essayer de freiner des cas de fer, mais à un moment donné, on va tous devoir y passer sur pas mal de sites. Je pense que c'est un gros enjeu et vous avez bien fait de choisir cette conférence. Voilà, où tu vas nous parler des enjeux du SEO et du JavaScript, parce que tout ne se limite plus à du bon vieux HTML aujourd'hui. Exactement. Voilà, bonne conférence. Bon, bienvenue à tous. Dernière conférence du SEO Camp, effectivement. Est-ce que vous avez des notions de JavaScript? Est-ce que vous êtes tous à l'aise avec le JavaScript? Plus ou moins? Qui a un petit peu de mal avec le JS? Ok. Vous êtes bien réveillés? Ça va être un peu dru. Ok, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Alexandre Pina, ça fait 14 ans que je fais du SEO. Ça fait maintenant 3 ans que je suis team leader SEO chez Primelis. C'est une agence spécialisée dans l'acquisition et la data, qui a plus de 200 références. Et en fait, parmi tous nos clients, on a vu depuis quelques années augmenter fortement les problématiques liées en fait au JavaScript. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ce sujet. On va commencer tranquillement. On va déjà faire une petite passe sur le JavaScript, qu'est-ce que c'est, rapidement. À la base, le JavaScript, à quoi ça sert pour les sites web? Ça sert principalement à embellir les sites web, en fait, à optimiser les sites web avec une meilleure couche visuelle, des menus, des sliders, éventuellement ajouter des vidéos. Ça sert aussi pour le tracking. C'est ce qui vous permet par exemple d'utiliser Google Analytics. Et puis, dans certains cas, ça sert à certains SEO pour manipuler le maillage interne, pour ceux qui ont déjà entendu parler d'obfuscation de liens en fait. Depuis 2009, le JavaScript, c'est aussi l'apparition de nouvelles technologies de développement, ce qu'on appelle les frameworks JavaScript. C'est des frameworks qui ont le vent en poupe, qui sont de plus en plus utilisés et qui en fait permettent de créer des sites, mais des sites JavaScript. Voilà, c'est ce qui va être l'objet, en fait, c'est cela dont on va parler dans les slides qui suivent. On a cité quelques frameworks juste en dessous, ceux qui connaissent un peu le sujet en auront peut-être reconnu quelques-uns. On va d'abord revenir sur le rapport compliqué que Google entretient avec le JavaScript. Depuis 2014, Google nous dit qu'il sait faire le rendu des sites, qu'il sait exécuter le JavaScript et donc du coup qu'il sait le lire en fait. Dans les faits, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. On va revenir sur les 3 étapes qui permettent à Google de prendre en compte l'intégralité d'un site web et de pouvoir le lire comme le ferait un internaute. La première, vous en avez tous déjà entendu parler, j'espère, au bout de 2 jours de SEO Camp, le crawl. C'est le moment évidemment où Googlebot va parcourir tout ou partie du site web, une partie des pages, recueillir le HTML, l'analyser, sortir le contenu, et puis c'est le moment où il va décider, ensuite, durant la phase d'indexation, de positionner, d'insérer une partie des pages dans son index et de les positionner. L'étape plus récente, la 3e étape, c'est cette fameuse étape de rendu. Et là, les choses se complexifient un petit peu. Le rendu, en fait, c'est le moment où Google va venir exécuter le JavaScript et le CSS pour pouvoir voir la page telle qu'un utilisateur la verrait. Ça va lui permettre de prendre connaissance de l'intégralité des informations qui sont contenues dans la page. Sans cette phase 3, Google ne peut pas découvrir le contenu d'un site full JS. Et le problème, c'est que cette phase 3, elle n'est absolument pas systématique. Google a des ressources limitées, le rendu, oui, je sais ça fait rire, mais Google a des ressources limitées, et faire le rendu d'une page, c'est particulièrement gourmand. Donc, vous n'êtes absolument pas assuré que Google fasse le rendu de vos pages aussi régulièrement qu'il les crawl.
Pour illustrer un petit peu ça, on va regarder ensemble une page web composée de HTML. Pas de problème là-dessus. Crawl et indexation quasi immédiate des éléments à chaque passage de Google sur le site. Mais une page web, c'est aussi composé d'éléments qui sont appelés via du JS. Et sur ces éléments, comme je vous l'ai expliqué sur la slide précédente, en fait, on n'a absolument pas la garantie qu'ils soient pris en compte suffisamment régulièrement ou voire pas pris en compte du tout, en fait. Le problème qu'on va avoir avec un site full JavaScript, enfin, dans un site HTML classique, la partie bleue, elle est très importante. Vous avez juste de très petits bouts du site qui vont être chargés en JS et généralement, on fait en sorte que ce ne soit pas des bouts qui contiennent un contenu SEO. Le problème sur un site JavaScript, c'est qu'en fait, tout est orange. 100% du site va être chargé en JavaScript. Donc, vous êtes complètement dépendant de la phase de rendu. Donc, le JavaScript, historiquement, ça fait peur. Ça fait peur parce que du coup, on a peur des problématiques de crawl, d'indexation, on anticipe des problèmes de temps de chargement, je reviendrai dessus un petit peu plus tard, et donc du coup, in fine, des baisses de position et une performance pas très satisfaisante en SEO. Le truc, c'est qu'en 2021, on ne peut pas se passer, en fait, on ne peut pas imaginer faire sans. Pour plein de raisons. Les sites JavaScript, les sites basés sur des frameworks JavaScript, vont proposer une expérience plus fluide. Pas de rechargement entre les pages, par exemple. Très bien pour l'utilisateur. Ça permet de mettre en place des fonctionnalités plus riches. Et surtout, ça permet un déploiement et une maintenance accélérée du côté des développeurs. La question, du coup, c'est pas si on passe au JavaScript ou si on décide de valider ou pas le fait de passer en JavaScript, mais comment on fait pour déployer un site en JS sans risque SEO. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Premier enjeu, la crawlabilité. La crawlabilité, c'est donc faire en sorte que Google puisse, durant la phase de crawl, prendre connaissance de l'intégralité des informations importantes qui sont contenues dans les pages. Il va donc falloir faire en sorte, alors que chez l'utilisateur, en fait, vous avez des pages qui vont être composées essentiellement de JavaScript. Il va falloir faire en sorte que Googlebot, lui, puisse voir des pages qui sont composées intégralement en HTML. Le problème, c'est que le comportement par défaut des frameworks JavaScript n'est pas adapté. Ce comportement par défaut, on l'appelle le client-side rendering. Je m'excuse pour mon accent anglais à couper au couteau, ça va arriver souvent. Comment ça se passe, le client-side rendering? L'utilisateur demande une page via son navigateur, il effectue une requête vers le framework JavaScript, qui est sur le serveur, considérons que c'est le serveur. Le serveur renvoie une page qui ne contient, c'est une page HTML vide qui ne contient que du JavaScript, et ce sont ces JavaScript qui, via de nouveaux appels, vont appeler l'intégralité de la data qui s'affiche, de la donnée qui s'affiche sur la page, de ce qu'on peut voir. Côté Googlebot, ça va être très problématique. Googlebot, lui aussi, il fait sa requête quand il crawl. Le framework lui renvoie la page, sauf que sans la phase de rendering, Googlebot ne voit rien. Cette solution, ce fonctionnement par défaut des frameworks JavaScript, il est donc super problématique. Il va falloir qu'on s'en affranchisse et on ne pourra pas travailler avec ça si on veut que le site performe en SEO. Donc comment on fait? Comment on fait pour passer du JS au HTML et pour s'assurer que Googlebot puisse bien prendre en compte, j'ai un peu d'avance, bien prendre en compte le contenu du site, comment on fait pour lui fournir des pages HTML complètes? 3 méthodes, je reviendrai évidemment dessus sur les slides suivants. Le SSR, le SSG, rien à voir avec Stargate, l'ISR. On commence par la première, server-side rendering. Dans le cas du server-side rendering, qu'est-ce qu'on va faire? Pour l'utilisateur, l'utilisateur, lui, requête la page. Le framework JavaScript renvoie une page comme d'habitude. Toujours cette même problématique, mais bon, c'est côté utilisateur, donc on s'en fiche. Là où ça change,
c'est du côté de Googlebot. Si on a activé le server-side rendering sur le framework, Googlebot requête la page, et là, le framework va lui livrer directement une version HTML du site. On a solutionné notre problème. Ça, le framework va le faire à chaque fois qu'on lui demande une page. À chaque fois qu'on lui demande une page, le framework va régénérer la page et la fournir à Googlebot. Gros avantage, on a fourni notre page en HTML, et le contenu fourni à Google est toujours frais, puisque la page est régénérée à chaque fois. Malheureusement, il y a un inconvénient avec cette méthode, c'est qu'en fait, elle va fortement augmenter les temps de réponse. Pourquoi? Temps de réponse serveur. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois que Googlebot va demander une page, le serveur va devoir la générer. Il ne va pas pouvoir la servir directement, il va devoir créer cette page. Donc on va faire augmenter les temps de réponse, et si on fait augmenter les temps de réponse, on fait aussi augmenter les temps de téléchargement utilisateur. Donc, cette méthode du server-side rendering, qui rend le site crawlable, il va falloir l'adosser à un système de cache suffisamment performant, à garder en tête. On va passer à la deuxième méthode, Static Site Generation. Ça va, vous suivez, c'est pas trop... Oh, ok. Deuxième méthode pour générer le HTML côté serveur. Dans cette deuxième méthode, le framework JavaScript, toujours sur le serveur, va cette fois-ci générer l'intégralité des pages en HTML dans une phase qu'on appelle le build. Il va générer l'intégralité de ces pages en HTML et les stocker sur le serveur. En fait, ce qu'on voit là, c'est ni plus ni moins que du cache. Donc toutes les pages sont générées en HTML, stockées sur le serveur, tant et si bien que lorsqu'un utilisateur requête la page, elle lui est servie directement. C'est la même chose pour Googlebot. Cette méthode, il y a plusieurs solutions pour la mettre en place. Ça se fait côté serveur, ça peut aussi s'externaliser avec des services comme prerender.io. Voilà, il y a plusieurs solutions, on pourra en parler à la fin si vous voulez. On y va pour les avantages. Bon, on a nos pages en HTML, super. Le chargement est rapide, comme je vous l'ai expliqué, ça en fait, c'est du cache. Donc du coup, les pages sont servies rapidement. L'inconvénient, la fraîcheur des contenus. Le problème, quand on génère les pages avec à une fréquence donnée, c'est qu'en fait, la fraîcheur des contenus, et la fraîcheur c'est très important, elle va être dépendante de la fréquence à laquelle le serveur recrée les pages. Et ça peut vous poser des problèmes. Si vous avez un site e-commerce, par exemple, avec des données de prix qui changent, avec des données de disponibilité, si vous transmettez à Google des informations qui ne sont pas à jour, dans les résultats de recherche de Google, par exemple, il ne va pas afficher les bonnes données. Donc l'enjeu ici, c'est d'améliorer en fait la capacité du framework à builder les pages. Un petit rappel. Quand vous avez un site avec un très grand nombre de pages, ce build risque de prendre du temps. En fait, quand un framework build les pages, il les fait les unes derrière les autres. Je vous dis ça schématiquement, hein. Et donc en fait, plus vous avez un grand nombre de pages sur le site, plus le build va prendre du temps. Par prendre du temps, j'entends que dans certains cas, le build peut prendre plus de 24 heures. Ça vous donne une petite idée du problème. Donc, le problème, j'ai un gros site avec des milliers de pages. Je veux de la data fraîche. Comment est-ce que je fais dans ces cas-là? Pour m'assurer en fait, de servir une data fraîche alors que j'ai des milliers de pages sur mon site. On va s'arrêter, faire une petite pause sur un case study. Je vais vous parler d'un de nos clients. Ce client s'appelle Qt. C'est un annuaire de salons de coiffure, certains le connaissent peut-être, et de salons de beauté qui propose de la réservation en ligne. Ce client fonctionne sur le framework Gatsby et a donc la possibilité de faire du SSG, ce dont on vient de parler. La stratégie SEO pour ce client, ça a été, comme vous pouvez vous en douter, de le positionner sur des requêtes localisées. Donc, combinaison des différents services proposés avec les différentes localités où ils sont implantés. Coiffeur Paris, épilation Marseille, massage Lyon, ce genre de requêtes. Le problème, c'est que si on fait toutes les combinaisons, ça fait rapidement des dizaines de milliers de pages. Donc, comment on fait dans ce cas-là pour donner à Google un contenu HTML à jour sur des dizaines de milliers de pages quand on est en SSG?
Et c'est là, en fait, que le SEO rentre en ligne de compte. Voilà ce qu'on a fait. On a classé l'intégralité des pages du site par potentiel. On s'aperçoit rapidement que les 500 pages les plus importantes, elles représentent 50% du potentiel de CA du site, trafic, CA. Quand on passe à 1600 pages, on est à 75%. Les 6000 pages les plus importantes, c'est 90%. À 10 000, on est à 100% de potentiel. Je ne vous parle même pas des combinatoires et des pages suivantes, parce qu'en fait, il n'y avait pas de potentiel dessus. Donc la décision qu'on a prise, pour aider les équipes techniques à builder le site plus rapidement, c'est qu'on s'est dit qu'on allait prioriser. Pour les pages les plus importantes, on a donc décidé de faire le build toutes les 10 minutes. Ça veut dire que si Google consulte une page, elle est vieille de 10 minutes tout au plus, plutôt intéressant, quand on a des données de disponibilité horaire, ce genre de choses dans les pages. Et oui, effectivement. Pour la tranche suivante, le build, donc en fait la régénération des pages, on le fait à 1 jour, 2 jours, et puis ainsi de suite pour la dernière tranche. Voilà. Donc ça, là, je suis en train de vous montrer en fait comment le SEO, comment avec une approche SEO, on peut accompagner les équipes techniques pour optimiser la façon de builder et puis aussi en retirer un intérêt du point de vue SEO, hein, parce qu'en fait, on fait travailler le serveur plus intensément sur les pages les plus importantes pour nous, et puis ensuite on dilue. Allez, on s'accroche. Troisième et dernière méthode. Incremental Static Regeneration. Cette méthode, c'est la meilleure en fait, c'est la plus adaptée, c'est une combinaison des 2 méthodes précédentes. Même principe qu'en SSG, le framework construit l'intégralité des pages du site, les stocks dans un cache sur le serveur. Sauf que là, lorsque l'utilisateur Googlebot requête la page, elle est servie, elle est complète. Mais le petit truc astucieux en ISR, c'est que le framework va directement lancer la régénération de la page qui a été requêtée. Pas toutes les pages, juste celle qui vient d'être requêtée. Tant et si bien que lorsque l'utilisateur ou lorsque Googlebot revient, eh bien en fait, il a une page à jour. Et on n'a pas eu besoin de rebuilder l'intégralité des pages. Voilà. Cette méthode, elle combine en fait les 2 avantages des méthodes précédentes, et c'est vraiment la méthode qui aura notre préférence. Donc en résumé, on a 3 méthodes qui existent pour faire du pré-rendering, qui sont les 3 méthodes de droite. Mais quelle est la méthode qui aura notre préférence? Ça sera plutôt l'ISR. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'ISR est adossé à une seule techno, un seul framework, c'est Next.js. Voilà. Si vous devez faire un projet from scratch sur un framework JavaScript, il va falloir y réfléchir. Les 2 méthodes du milieu, qui permettent également de faire du rendu côté serveur, le SSR et le SSG, fonctionnent très bien, mais il va falloir tenir compte de ce dont je vous ai parlé avant pour gérer les choses correctement. On a généré notre HTML côté serveur. Maintenant, il va falloir s'assurer que tout est carré. Il faut savoir que quand on génère du HTML côté serveur, on n'a jamais l'assurance d'avoir exactement ce qui est vu côté navigateur. Donc il va falloir monitorer. Comment on monitore? Vous avez 2 principaux outils. Le premier outil, c'est l'outil inspection d'URL dans la Search Console. C'est un outil qui va vous permettre de voir le code servi par le serveur, le code exécuté, et de comparer les 2. Le deuxième outil, c'est les crawlers. Tous les crawlers du marché, les principaux crawlers du marché et ceux que je présente sur la slide permettent de le faire. SEOlizer a d'ailleurs présenté hier matin, je crois, une nouvelle feature qui permet de faire le rendu JavaScript. Donc voilà, si vous utilisez ces crawlers-là, a priori, vous allez pouvoir crawler le HTML de manière classique et vous allez même pouvoir faire du rendu pour pouvoir comparer les 2. Donc voilà, très important, même quand vous avez activé la génération du HTML côté serveur, évidemment qu'il va falloir contrôler que tout fonctionne bien. Il n'y a rien d'automatique et ça nécessite d'être monitoré finement. On en a fini avec cette partie crawlabilité et je vais boire un peu d'eau.
Allez, on enchaîne avec le deuxième enjeu. On va parler de performance maintenant. Tout à l'heure, j'ai évoqué avec vous que les frameworks JavaScript, ça pouvait poser des problèmes de performance. Ce que j'entends par performance, c'est le temps de chargement utilisateur. On va se rappeler ensemble les étapes du chargement. Le temps de chargement utilisateur, ça se décompose en deux grosses étapes. Le temps de réponse du serveur. Le temps de réponse du serveur, ça peut impacter la crawlabilité du site. Si le serveur répond trop lentement, ben ça va impacter Google Bot qui va être dans l'incapacité de crawler un plus grand nombre de pages. Ce qui est top, c'est qu'en fait, en appliquant ce dont je vous ai parlé auparavant, on solutionne ce problème de temps de réponse serveur. Ce qui va nous intéresser dans cette deuxième partie, c'est plutôt le temps d'exécution de la page par le navigateur. C'est le moment en fait où votre navigateur vient exécuter le code HTML pour composer une page qui s'affiche visuellement. Le temps de chargement utilisateur, ça donc, quand il est mauvais, ça a donc un impact. C'est ce qui est observé dans les Core Web Vitals, sur PageSpeed Insight notamment. Et plus globalement, depuis le dernier update de Google sur le sujet, ben, ça a un impact SEO. On va parler là des particularités des frameworks JavaScript qui peuvent impacter le temps d'exécution de la page par le navigateur. Et la particularité principale, c'est celle-ci. Si vous avez un site qui tourne sur un framework JavaScript, que vous ouvrez PageSpeed Insight, vous allez souvent voir ça. La note est souvent plombée. Qu'est-ce qu'on voit ici? Réduisez les ressources JavaScript inutilisées, avec un gain annoncé de 4,6 secondes, ça ne sera jamais ça. Mais en tout cas, vous le verrez toujours. On a a priori un problème de ressources JavaScript qui ne sont pas utilisées, qui sont chargées par la page et qui amputent la capacité du navigateur à charger la page rapidement. Pour qu'on comprenne bien d'où vient ce problème de ressources JavaScript inutilisées, je vais devoir vous parler d'une dernière spécificité des frameworks JavaScript, c'est le bundle.js. Le bundle.js, accrochez-vous, qu'est-ce que c'est? En fait, pour composer des pages sur un site web, vous allez avoir besoin de différents scripts. Vous pouvez avoir des scripts qui servent à charger des éléments sur la home page, des scripts qui vont servir sur la page produit, par exemple, puis des librairies tiers, des scripts comme Google Analytics, ainsi de suite. Le principe du bundle.js, c'est de passer tous ces scripts dans une moulinette qu'on appelle un module bundler. Sur tous les frameworks JavaScript, les principaux frameworks JavaScript du marché, il s'agit de Webpack. Et en fait, ce module bundler va créer ce qu'on appelle le bundle.js. Ce bundle.js, qui contient une très grande partie des scripts du site, le problème, c'est qu'il est appelé sur l'intégralité des pages du site. Et c'est un problème parce que souvent c'est très lourd. À droite, je vous ai mis ce qu'on appelle la vue TreeMap. C'est une vue que vous pouvez trouver maintenant dans PageSpeed Insight, qui vous permet, en fait, c'est les carrés en haut, hein, qui vous permettent d'observer toutes les ressources JavaScript qui sont chargées sur une page web et de voir celles qui prennent le plus de passes. Et puis juste en dessous, on a une donnée assez intéressante. Vous pouvez voir sur la première ligne, en fait, le bundle, qu'on a appelé script 1, mais c'est le bundle. On voit deux choses ici. D'une, il est lourd. 3 mégaoctets. C'est énorme, hein, ça pèse énormément sur le temps de téléchargement d'une page, 3 mégaoctets. Donc déjà, c'est très lourd. Et puis ce qui va encore plus nous embêter, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait, sur 3 mégaoctets, il y a 2,1 mégaoctets qui ne servent à rien au sein de la page. C'est 2,1 mégaoctets qui ne seront pas utilisés par le navigateur pour construire la page. Donc en fait, on aurait pu avoir seulement 900 kilooctets, et on est en train de charger 3 mégaoctets, avec lesquels on va énormément impacter le temps de chargement de la page. Donc ce bundle, il faudrait qu'il soit le plus léger possible. Comment on fait pour alléger le bundle.js? Deux options, deux solutions. La première, le tree shaking. Le tree shaking, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le bundle, ça contient un petit peu tous les JavaScript dont on a besoin au sein du site. Sauf que le bundle,
c'est un petit peu la boîte noire des développeurs. Et qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte noire des développeurs? Des vieux scripts qui servent à rien, des scripts en double. Donc si on fait un peu le ménage, ben on va pouvoir diminuer considérablement la taille du bundle. Il y a des développeurs dans la salle? Non. Pas trop vexé, ça va? Donc voilà, déjà, c'est une première méthode qui va nous permettre de servir un bundle sur toutes les pages beaucoup plus léger. La deuxième méthode, le code splitting. Le principe du code splitting, c'est le suivant. Comme je vous l'ai dit, on a un gros bundle qu'on sert sur toutes les pages. Et ce bundle, il ne va pas être utilisé de la même manière sur toutes les pages. L'idée, ça va être de le splitter en plusieurs petits modules et de ne charger que les modules utiles en fonction des typologies de pages. C'est une deuxième façon d'alléger un petit peu, enfin de limiter le nombre de ressources téléchargées. J'en ai fini avec cette partie d'optimisation de JavaScript. Là aussi, il va falloir contrôler les performances avec des outils que vous connaissez tous, j'imagine. PageSpeed Insight, Lighthouse, SiteSpeed.io qui va vous permettre de faire des tests, d'agréger les données des deux premiers outils, et puis des outils complémentaires comme WebPage Test, il y en a des tonnes d'autres. On arrive à la conclusion, vous pouvez souffler. Ça va, c'était pas trop dur? Un petit peu? Allez, en résumé, en fait c'est pas si compliqué. En résumé, il vous faut quoi pour avoir un site JavaScript SEO compliant? Il faut des pages générées en HTML côté serveur, impératif. Donc il va falloir adapter la solution technique en fonction du framework que vous avez déjà en place, ou alors choisir le meilleur framework si vous avez la possibilité de le faire. Le deuxième point, il va falloir faire attention et faire en sorte d'avoir des performances optimisées, parce qu'on a vu qu'il y avait des spécificités fortes liées au JavaScript qui pouvaient un petit peu plomber la perf. Un petit slide pour vous rassurer si vous bossez sur un site JS. Il y a plein d'acteurs, de gros acteurs du web qui perfent en SEO et qui utilisent déjà ces technos-là. Voilà. Je vous ai mis quelques exemples ici. Donc être bon en SEO, en ayant un site adossé à un framework JavaScript en 2021, c'est absolument pas un problème. Ça demande juste d'avoir une équipe de développement expérimentée. Le problème des technologies en vogue, c'est que tout le monde veut en faire. Il y a plein de développeurs qui ont envie de travailler sur ces technos, mais l'expérience n'est pas toujours là, donc il va falloir s'assurer de ça. Le deuxième point, c'est d'avoir une maîtrise évidente des sujets SEO et JavaScript, soit en interne, soit via une agence qui a de l'expérience sur le sujet. Évidemment, en dernier lieu, une bonne communication entre les équipes. Ça paraît évident, notamment pour prendre en compte les aspects SEO du projet bien en amont. Comme vous avez vu, en fait, il y a des choses qui peuvent être optimisées si on fait un petit peu plus tôt les études sémantiques, si on est capable de calibrer le nombre de pages dont on va avoir besoin en SEO et pour lesquelles il va falloir faire du rendu. Et j'en ai fini avec ma présentation. La petite question mug. Très discret, mais on en a trouvé deux. Vas-y. Quel framework JavaScript supporte actuellement l'ISR? Next.js, c'est bien ça. C'est bien Next.js, ouais. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Merci pour la conf. Moi, j'avais une question sur le client-side rendering parce que j'ai checké sur la page JavaScript SEO Basics de la doc Google pendant la conférence. Ouais. Et c'est pas marqué exactement comme tu as dit. Sur la doc, c'est marqué que toutes les pages vont être render et que la phase d'indexation arrive après. Du coup, je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose que tu as expérimenté récemment, que le client-side rendering était... Non, le client-side rendering, comme c'est indiqué dans le nom, client, le client c'est le navigateur,
c'est rendu côté client. Voilà. Oui, mais la question c'est, est-ce que tu disais que Google ne faisait pas la phase de rendering sur toutes les pages et sur leur doc ils disent qu'ils le font sur toutes les pages. C'est ça la Alors, différence. Google, depuis 2014, nous dit qu'ils sont en capacité de faire cette phase de rendu, mais comme je l'ai indiqué au début, elle n'est pas systématique. Ils n'ont pas suffisamment de ressources pour faire un rendu régulier de ces pages. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'appuyer uniquement sur les capacités de rendering de Google. On doit encore générer le HTML côté serveur. Si tu regardes avec de l'analyse de log, des fois, tu as un mois d'écart. Voilà. Merci Alexandre. Moi j'ai 2 questions. La première c'est, alors c'est pas totalement lié à ta conf la première, mais c'est quand même par rapport au JavaScript. On a un peu parlé d'obfuscation pendant ces 2 jours. Moi j'ai tendance à penser que c'est une utilisation un peu SO 2001, enfin c'est un peu terminé, bref, mais on peut se tromper. Toi c'est quoi ton avis sur l'obfuscation? Est-ce qu'on doit encore lancer le sujet obfuscation SEO Camp? L'obfuscation, effectivement, c'est pas complètement dans le sujet. Moi, mon avis, je serais partisan du fait de ne pas faire d'obfuscation, sauf si on est absolument obligé de le faire. Je pense que quand on démarre un projet from scratch, on peut penser les choses du point de vue X pour éviter d'avoir des blocs de maillage interne qu'il est nécessaire d'obfusquer ensuite. Donc, à mon avis, si on peut éviter, il ne faut pas le faire. Ok. Et question bête, c'est quoi l'intérêt du coup d'un framework JS si tu génères une page HTML au final? Ben en fait, l'intérêt du framework, si on génère le HTML directement, alors déjà, comme tu as pu le voir sur le slide du SSR, en fait, on va laisser tourner le framework en mode JS pour l'utilisateur. Donc on a toujours ces bénéfices-là pour l'utilisateur, de pouvoir faire du rafraîchissement de données rapide. Et en fait, c'est seulement pour Googlebot qu'on va générer le HTML. Et le deuxième point, c'est celui que j'évoquais au début. A priori, ça permet de déployer, de maintenir des sites un peu plus rapidement, ça permet plus d'agilité pour les développeurs. Donc c'est pour ça qu'on fait ces choix techniques aujourd'hui.